Tout pour investir, le coach. Vous nous rejoignez au cœur de Tout pour investir, c'est le moment où on vous coach. On revient sur des sujets sur lesquels vous avez besoin d'accompagnement, que vous soyez investisseur, investisseuse débutant ou plus confirmé. Aujourd'hui, nous allons nous poser la question de savoir si c'est encore pertinent d'investir en SCPI avec Gustave Sonden. Bonjour Gustave. Bonjour Lorraine. Vous êtes le cofondateur de Colbert. Avec vous, on va revenir sur ce sujet parce qu'effectivement, depuis le début de l'année scolaire, j'entends, on parle beaucoup d'immobilier, l'immobilier qui interroge tous les jours à 11h15, vous le savez, on parle d'immobilier dans cette émission. Le mot SCPI, eh bien, il buzz. Et il buzz pas forcément quand bien. Est-ce que vous pouvez, à titre d'introduction, Gustave, nous donner un peu le pouls là ? Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'il faut avoir peur ? Qu'est-ce qu'il faut savoir ? Comment on prend des décisions de manière un peu plus rationnelle ? Ouais, juste très rapidement, la SCPI, c'est des fonds qui investissent dans des biens immobiliers. Et la valeur de ces SCPI dépend à 100% justement des actifs immobiliers. Donc vous avez bien fait de le rappeler, c'est l'immobilier en fait qui buzz. Et donc si on s'intéresse de plus près aux SCPI, pourquoi est-ce qu'on a un petit peu interpellé en ce début d'année ? C'est parce qu'on a eu une baisse de 12% moyenne sur 15 SCPI parmi les plus grosses du marché. Et concrètement, elle vient de s'envoler 4 milliards d'épargne sur le secteur. Et donc si on veut comprendre d'où ça vient, il faut regarder en dessous, il faut regarder sous le capot. Et il faut comprendre justement les dynamiques du marché immobilier et plus spécifiquement les dynamiques du marché immobilier commercial qui constitue à 90% ou plus l'immobilier des SCPI. Bon, vous avez rappelé quelques grands chiffres, 4 milliards d'épargne qui ont quasiment disparu. Qu'est-ce qu'on peut donner pour conclure le côté macro de notre discussion comme élément de tendance pour les mois ou l'année à venir, si je puis dire ? Écoutez, aujourd'hui, il n'y a rien qui indique que la stabilisation ou une reprise de l'immobilier tertiaire au sens large, donc c'est essentiellement du bureau et du commerce. Donc il n'y a pas de quoi être rassuré en fait. Et pour comprendre en fait les dynamiques de ce marché de l'immobilier tertiaire, il faut comprendre comment on le valorise. Quand vous pensez immobilier résidentiel, vous dites ça vaut combien au mètre carré, c'est-à-dire en gros combien mon voisin serait prêt à payer pour mon appartement. Mais quand on parle de bureau, on parle de quoi ? On parle un petit peu de deux paramètres. C'est assez simple, Il y a un paramètre en plus que pour le résidentiel, mais deux paramètres. Il y a le flux locatif, et donc justement les dynamiques du marché locatif sous-jacent, et il y a le taux de capitalisation, qui est grosso modo la prime de risque que les investisseurs sont prêts à investir pour ce bien. L'autre grosse différence par rapport à l'immobilier résidentiel, c'est qui compose ce marché. En France, en immobilier résidentiel, on a 98% entre particuliers. Là, on a 100% entre professionnels. Donc, si on revient à ma petite division de départ, sur le loyer, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé le Covid, il s'est passé qu'on a appris à télétravailler, et très simplement, le taux de vacances, ou en tout cas le parc immobilier vacant en Ile-de-France, par exemple, il a doublé en 2 ans. Donc, ça a été même plus vite que ce qu'on a anticipé. Et un des instituts de recherche les plus importants en immobilier, l'IEIF, estime que le parc, à terme, aura besoin de 10% de moins de ce qu'on attendait pré-Covid. Donc, côté flux locatif, on est encore quand même bien chahuté et les marchés financiers n'avaient pas attendu, en fait, aujourd'hui pour sanctionner. Les valeurs en bourse, les valeurs immobilières avaient perdu 29% déjà post-Covid. Et ensuite, la deuxième partie, et ça, vous en parlez partout sur les sujets immobiliers, c'est les taux d'intérêt, en fait, tout simplement. Et ça a un impact encore plus fort, et je dirais même différent sur l'immobilier tertiaire, commercial, appelez-le comme vous voulez. Expliquez-nous comment. Que sur le résidentiel. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, votre marché résidentiel, à 98%, on parle des particuliers. Et les particuliers, ce qu'ils regardent, c'est est-ce que ma mensualité, elle a changé ? Est-ce que je peux acheter plus grand ? C'est ça mes paramètres. La vérité, c'est que très souvent, du coup, on n'a pas intérêt à vendre. Alors que là, en fait, vous avez une population d'investisseurs professionnels qui est très souvent des problématiques d'allocation d'actifs qui sont globales, qui ne concernent pas que l'immobilier. Et si je vous dis que vous pouvez acheter des obligations d'État américaines avec un meilleur taux de rendement qu'en achetant un immeuble de bureau à Lyon, à Paris ou à Madrid, vous allez peut-être réorienter votre épargne. Et vous avez aussi des enjeux, des contraintes même réglementaires d'allocation en actifs liquides, moins risqués, toutes les grandes normes qu'on connaît qui en font non pas seulement un choix de gestion, mais une obligation réglementaire.
Donc il y a eu une réallocation vers ces actifs-là massive ces derniers mois. Gustave, on a une question de Nabil qui nous a écrit à l'adresse direct@bfmbusiness.fr. Vous allez me dire si vous pouvez y répondre débeauté. Évidemment, il est intéressé par l'investissement dans les SCPI et il envisage de le faire par mensualité pour étaler son investissement. Il nous pose la question de comment analyser les frais liés aux SCPI. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les types de frais auxquels on doit faire attention et minimiser l'impact que ça peut avoir sur son rendement? De manière très pédagogique, s'il vous plaît. Oui, je vais essayer. Merci pour la question, Nabil. Du coup, les frais, c'est un gros sujet en SCPI, parce que c'est une industrie qui est riche en frais, comme l'immobilier dans son ensemble. En gros, la moyenne des frais d'entrée du secteur, c'est entre 8 et 10%. Et donc, on peut se dire, c'est scandaleux. Et donc, il y a des gens qui ont dit, nous, on va faire des SCPI sans frais. Donc, on pourrait se dire, très bien, il y a des gens qui ont fait des SCPI sans frais, ça suffit le raisonnement. Moi, je serais quand même un peu plus vigilant que ça. Déjà, regardez l'investissement et regardez si les paramètres que je vous ai exposés juste avant sont pertinents et s'il n'y a pas des risques de revalorisation. Mais si vous êtes convaincu, regardez plutôt vraiment le détail des frais. Et s'il y a une SCPI sans frais, attention aux frais cachés qu'on peut retrouver à d'autres endroits qu'on ne retrouvait pas dans les SCPI avec frais. Typiquement des frais d'acquisition éventuels. Voilà, on essaie de vous répondre évidemment au débeauté. J'ai Pascal aussi qui nous écoute en podcast, on le salue parce qu'il ne nous écoute pas en direct, qui souhaitait qu'on aborde les SCPI. Il nous disait et je vous cite sa réaction, il nous dit: quand je lis que les étudiants ne parviennent pas à se loger, le logement doit être réfléchi comme un besoin primaire, basique pour tout Français. En tant qu'investisseur, investisseuse, comment on s'empare, on s'approprie ce sujet social, de pouvoir donner du logement à tout le monde? Alors j'adore cette question, donc merci à lui. Effectivement, 3200 milliards d'euros investis sur les marchés en immobilier commercial en Europe ces 10 dernières années. Et pourtant, on n'a jamais eu une situation aussi précaire sur le logement. Donc j'aime beaucoup cette question, parce qu'on y souscrit, on se demande où est passé cet argent et pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi, avec tous ces capitaux fléchés vers l'immobilier, à améliorer cette situation. Aujourd'hui, l'État s'empare de la question. Elle veut flécher un petit peu plus l'épargne des Français vers effectivement le logement. Et ce qu'il faut, c'est des initiatives. Il n'y a pas que les promoteurs, parce que les promoteurs, ils dépendent en grande partie des particuliers. Il y a aussi les fonds d'investissement qui doivent flécher leur épargne vers le résidentiel. Il y a des SCPI qui ont commencé, c'est très récent, à faire de la SCPI de rendement sur du résidentiel. Et en fait, mettre des capitaux sur cette classe d'actifs, ça va créer de la demande pour les promoteurs, ça va créer du logement. Et ça, c'est une bonne façon indirectement de subventionner le logement. Donc je dirais à Pascal, s'il veut le faire à travers de la SCPI, commencez par investir sur la classe d'actifs résidentiels. Ça créera des vocations chez les promoteurs, je vous promets. Créer des vocations chez les promoteurs. Un petit mot pour finir. On articule cette réflexion autour de est-ce qu'il y a encore des stratégies pertinentes pour mettre des billes en SCPI? Est-ce que vous pouvez nous donner une ou deux alternatives aux SCPI? Bon, déjà, dans la SCPI, il faut regarder s'il y en a qui ne sont pas concernés par mon analyse de tout à l'heure. Donc, est-ce qu'il y a des classes d'actifs qui sortent? Donc, typiquement, on vient de parler du résidentiel. Regardez peut-être ça. La deuxième, c'est peut-être des nouvelles SCPI qui se constitueraient aujourd'hui et qui, justement, seraient plutôt opportunistes dans le marché dans lequel on entre. Et la troisième, ça, c'est un peu une martingale de Colbert depuis 2 ans. C'est aussi les sociétés d'investissement immobilier cotées, les SIC, donc ces grands groupes d'investissement immobilier qui, eux, comme je vous le disais, n'ont pas attendu aujourd'hui pour corriger leur prix d'action et qui ont eu des corrections de plus de 30% déjà depuis la sortie du Covid. Donc il y a peut-être des choses à jouer avec des équilibres rendement-risque et un gain de liquidité intéressant par rapport aux risques que peuvent représenter les SCPI. Pour quelqu'un qui n'a jamais investi en SCPI, est-ce que c'est le moment? Alors, ça peut être un bon moment si jamais on se positionne de manière très opportuniste et donc plutôt en respectant ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire sur des nouveaux véhicules ou encore une fois sur une classe d'actifs qui n'a pas, elle, subi tous les chocs qu'on vient d'évoquer ensemble. Voilà, Gustave était votre coach aujourd'hui. Cette séquence, elle est à réécouter en podcast, évidemment, si vous voulez reprendre les conseils depuis le début. Gustave Sonden, le cofondateur de Colbert, avec nous sur ces stratégies SCPI. Sont-elles encore pertinentes? On espère avoir répondu à vos interrogations. Merci beaucoup, Gustave, d'avoir été avec nous.